Bonjour à tous, c'est Fast Aviation. Aujourd'hui, on va découvrir le T-33 avec Daniel. Bonjour, oui effectivement le T-33. Je vous propose dans un premier temps de le voir donc d'abord par l'intérieur et ensuite d'en faire un tour avion. Ayant eu la chance de pouvoir voler sur cet avion lorsque j'étais formé à Tours, je pourrais vous donner quelques petites astuces. Eh bien, bienvenue à bord du T-33, où nous retrouvons bien sûr une planche de bord bien traditionnelle pour ces avions de cette époque, où nous trouvons bien sûr un anémomètre qui va donc nous indiquer la vitesse, alors au nœud près, puisque vous voyez que vous avez une aiguille qui indique des centaines, mais aussi un petit tonneau qui nous indique donc effectivement la valeur en décimales et en unités, en nombre de nœuds, ainsi que l'indicateur ici qui est rayé, qui va nous indiquer donc la vitesse du transsonique, donc à ne pas dépasser. L'horizon artificiel, qui est un horizon artificiel relativement simple, puisqu'il n'indique que l'inclinaison et la barre d'horizon. Ensuite, bien sûr, tout ce qui concerne le conduit de trajectoire, variomètre, altimètre, et en secours, donc, une bille aiguille, lorsque l'horizon devait tomber en panne. Pour diriger le pilote en navigation, donc radio-navigation, nous avons bien sûr un RMI qui va nous donner le cap et le relèvement radio-compas. Sur un autre instrument, le relèvement radio-compas est TACAN, avec à côté la distance TACAN qui est indiquée, donc en nautique. Le pilote avait aussi la possibilité d'afficher une route et d'avoir donc une indication quant à la tenue de cette route qu'il avait donc sélectionnée. En ce qui concerne la conduite réacteur, nous avons le compte tour qui permet d'avoir donc une précision aussi bien en nombre de tours en pourcentage et pour les unités, ici donc la petite couronne. Ensuite en dessous la température T4 donc à la sortie de la turbine. Et ensuite donc tout ce qui sert donc à la surveillance du bon fonctionnement du moteur. Sur le côté, nous retrouvons, côté gauche, la manette des gaz, avec sur le dessus le bouton alterneur radio, donc un deuxième, et en dessous un interrupteur, un basculeur, qui permettait de sortir les aérofreins, donc vers l'arrière sortie, vers l'avant rentrée, puisque la manœuvre des aérofreins était en tout ou rien. Sur le côté juste derrière, nous voyons la palette des volets qui permettait de sortir demi-volet, voire plein volet. Le pilote suffisait de sélectionner la position et les volets se mettaient automatiquement dans la position sélectionnée par le pilote. Le levier d'isolement des servocommandes d'ailerons, puisque les ailerons étaient assistés hydrauliquement, sans quoi ils étaient effectivement très durs, surtout à haute vitesse. Et derrière la manette des gaz, donc toute la sélection carburant, puisque nous avions plusieurs réservoirs sur le T-33 et qui permettent donc de les sélectionner au fur et à mesure de la consommation de notre avion. Nous avons ici sur la console centrale, ici normalement étaient tous les équipements radio qui allaient bien. Cette manette avait pour objectif de pouvoir larguer la verrière en tirant dessus fortement. Donc un système pyrotechnique permettait donc de l'éjecter et éventuellement donc plus tard, si le pilote le demandait, de s'éjecter lui-même. Sur le côté, nous avons ensuite tout ce qui est mise en route du réacteur et tout ce qui est ensuite conditionnement et je dirais surveillance électrique. À noter aussi sur cet avion que tous les disjoncteurs se trouvaient en dessous sur le côté latéral des banquettes et qui correspondaient pratiquement à ceux qui étaient au-dessus, ce qui était donc assez simple. Et au milieu, bien sûr, bien évidemment, nous avons le manche qui avec son sapin qui permettait donc
le trim aussi bien en profondeur qu'au gauchissement et l'alternat radio. Les autres boutons n'étaient pas connectés sur cet avion. Voilà donc particularité sur le T-33, c'est que le pilote disposait comme indicateur de dérapage une ficelle, donc avec une ligne de repère qui normalement était blanche. Donc sur le nez de l'avion. Sur le nez de l'avion et qui lui permettait donc de savoir à tout moment quel était le dérapage de son avion et de faire en sorte qu'effectivement son vol soit le plus symétrique possible. Donc nous allons faire un tour de notre T-33. L'origine du T-33, c'est qu'en fait, c'est un avion de transformation sur le premier chasseur américain qui était le P-80. Cet avion monoplace donc, était le premier chasseur à réaction de l'US Air Force. Et les gens qui arrivaient dessus connaissaient beaucoup de désagréments, puisqu'en 2 ans, il y a eu plus de 60 accidents, ce qui était quand même énorme. En fait, pourquoi? Parce que les gens à l'époque étaient formés sur avions hélices de la dernière guerre, T6, P-51, P-47, et se retrouvaient sur un avion à réaction dont la conduite du réacteur et les réactions étaient bien sûr bien différentes. Lockheed a donc étudié une version biplace de ce chasseur. Comment elle a fait? Tout bêtement en prenant le chasseur, le coupant en deux, rajoutant 70 cm devant, qu'on voit bien ici, 30 cm derrière l'aile, diminuant la capacité de moitié du réservoir central pour y loger un deuxième poste de pilotage, rallonger la verrière puisqu'elle fait pratiquement plus de 2,10 mètres. Et donc nous avions un biplace qui était capable de transformer les jeunes pilotes sur cet avion. Cet avion en fait est un avion Lockheed et à l'époque donc les ingénieurs se sont effectivement bien inspirés du P-38 Lightning, comme vous pouvez le voir. Le nez ressemble vraiment à s'y méprendre à celui du Lightning. Donc on a repris les plans, ce qui permettait d'avoir déjà une bonne partie de l'avion qui était déjà prédessinée. De sa version chasseur, nous reconnaissons donc les sorties des canons, qui ont bien sûr été bouchées, puisque sur la version d'entraînement, elles n'avaient plus d'utilité, bien que la version d'entraînement pouvait recevoir 2 canons de 12,7. Nous avons ici le cadre du radiocompas qui va donc fonctionner avec l'antenne droite qui se trouve sur le haut de la verrière et qui va donc permettre de faire fonctionner tout le système radiocompas. Nous avons ensuite toute la partie armement qui a été remplacée bien sûr par tout ce qui est radio et électricité, ce qui est indiqué ici par la génération continue et la génération alternative. Et donc cette baie reçoit tous les radios VHF, UHF et TACAN. Nous avons bien sûr la sonde totale qui va donc nous permettre d'avoir la pression totale, plus particulièrement la vitesse, les antennes TACAN, le train d'atterrissage avant. Donc pour diriger l'avion au sol, l'avion était dirigé uniquement au frein, différencié soit à droite, soit à gauche. Ce système hydraulique était indépendant du système hydraulique avion, c'est-à-dire que c'était la pression provoquée par le pilote sur les pistons de frein qui était donc directement transmise au train. Particularité, c'est que pour pouvoir freiner, il fallait donc bien bloquer les palonniers et pouvoir lever le pied, par exemple, pour freiner à droite, sur le palonnier droit pour pouvoir bien enfoncer le piston correspondant. Si jamais par malheur on voulait tourner trop serré et qu'on braquait la roulette de nez de plus de 30 degrés, cette dernière ne pouvait plus être redressée et malheureusement on était condamné à tourner en rond. L'entrée d'air droite, donc avec le piège à couche limite, rien de plus normal, et aussi un héritage de l'avion de chasse, c'est ici se trouvait la cinemitrailleuse. La cinemitrailleuse qui était accessible par un portillon qui se trouve ici à l'intérieur de l'entrée d'air, de la veine d'entrée d'air. Le pilote pouvait accéder à son avion en levant la verrière ici électriquement et la refermer par la même occasion. Il y avait donc aussi la possibilité de l'ouvrir manuellement par une petite manivelle qui était donc stockée ici
qu'on engageait ici, et il s'agissait ensuite de mouliner, ce qui faisait fonctionner un vérin mécanique qui permettait d'ouvrir la verrière. Lorsqu'on fermait la verrière ne se fermait pas d'un seul tenant. Elle s'arrêtait à peu près à 5-10 cm, et ensuite il fallait rebasculer donc vers le bas pour pouvoir fermer complètement la verrière. Ceci tout bêtement pour éviter de se coincer les doigts, si on était un tantinet distrait. Nous avons ici l'aile qui est en fait aussi un réservoir, puisque pratiquement toute l'aile et toute la partie centrale du fuselage n'est qu'un réservoir. Au milieu, nous avons ce qu'on appelle le réservoir d'aile, qui est rempli ici par cet orifice, qui contient 77 gallons US, et ensuite le réservoir de bord d'attaque, qui se trouve ici, et qui est rempli par cet orifice. Normalement ici se trouvaient donc des bidons de 230 gallons US chacun, ce qui permettait d'avoir un plein complet de 813 gallons, puisque le réservoir central contenait 95 gallons US. Le réacteur était alimenté à partir de ce réservoir central. Tout le transfert des ailes se faisait vers ce réservoir central qui alimentait bien sûr le réacteur. À l'intérieur, nous avions donc dans la cabine tout un ensemble de boutons qu'il s'agissait de manœuvrer au fur et à mesure du transfert du carburant. Ces réservoirs étaient largables par 3 possibilités. Une fois en automatique, c'est-à-dire que si jamais on perdait, par exemple au décollage, un réservoir, l'autre était systématiquement éjecté. Pourquoi? Parce que le balourd était tel que l'avion ne pouvait pas être tenu et il passait invariablement sur le dos. Le poids était tellement important que lorsqu'il s'agissait de faire le plein des bidons en bout d'aile, il fallait d'abord faire la moitié du plein d'un côté, ensuite passer de l'autre côté pour faire le plein complet, car si on remplissait directement le bidon d'un seul côté, l'avion basculait invariablement sur une aile. Les ailerons, comme toutes les commandes de cet avion, étaient compensés statiquement et aérodynamiquement, et en plus étaient assistés par un système de vérin, donc de servocommande, qui permettait de restituer simplement 1/15 de l'effort normalement fourni par le pilote. Les volets, c'était des volets de courbure, manœuvrés électriquement, et qui permettaient donc d'atterrir dans de très bonnes conditions, sans aucun souci. Les aérofreins étaient très efficaces. On n'avait pas de position intermédiaire, il y avait donc simplement la position sortie ou rentrée. En ce qui concerne le train, la particularité du T-33, c'est qu'au moment du tour avion, il fallait vérifier la fourchette d'accrochage donc de la porte centrale, puisque l'accrochage en position haute du train n'était pas assuré par un accrochage de la jambe de train, mais par superposition des trappes de train qui étaient ensuite verrouillées par la dernière. Si par malheur cette fourchette était en mauvaise position, donc la trappe en se refermant n'accrochait pas à la fourchette. Alors, où se trouve la fourchette exactement? La fourchette, elle se trouve ici, elle est cachée là, derrière. Voilà, ici. Et donc, lorsque le train se rentrait, donc tout se trouvait ici, posé là-dessus, et donc la dernière trappe bloquait le total en position fermée par l'intermédiaire de cette fourchette. Là, on a une très belle vue sur les aérofreins. Voilà. Le réacteur ne pouvait pas être démarré en autonomie. Il fallait l'assistance d'un groupe de parc. Le groupe de parc était branché ici, dont on voit bien les prises, pour recevoir donc l'assistance énergie électrique nécessaire pour pouvoir démarrer le réacteur. Et quelle était l'autonomie de cet avion en moyenne selon L'autonomie en fonction des conditions de vol, puisque une navigation basse altitude, donc à 420 nœuds, je dirais en vitesse d'attaque, était d'environ une bonne heure, sans plus. Par contre, en haute altitude, on pouvait durer jusqu'à 2h30, voire 3 heures, selon les conditions. En ce qui concerne le système carburant, on a ici la mise à l'air libre du réservoir. Donc, elle permettait d'évacuer donc le trop-plein et les petites saloperies qui étaient rentrées donc, dans les tuyauteries.
Nous avons ici la profondeur. La particularité de cette profondeur, c'est que le pilote ne commandait pas directement la profondeur. C'était le tab à ressort qui était piloté par le manche du pilote et qui mettait ensuite tout l'aileron de la profondeur dans la bonne position. Et donc on avait aussi un trim électrique qui permettait bien sûr de compenser tout ce qui était en tangage. Alors ce dispositif avait son avantage, pourquoi? Parce qu'à forte vitesse, donc, on avait pratiquement très peu d'efforts au manche, ce qui soulageait beaucoup le pilote. Ici, le volet de direction, donc il semble très petit mais qui était en fait très efficace. Et tout en haut, donc sous la coiffe, se trouve l'antenne VHF. De l'autre côté, même dispositif. Et ici, la sortie donc, de l'air de refroidissement du réacteur. Ici se trouve la chambre de tranquillisation qui permet donc d'alimenter en air notre réacteur. Sur le dessus, on ne voit pas bien, se trouvent deux portillons qui permettaient donc l'avion, lorsqu'il était au sol, d'alimenter correctement en air notre réacteur. Sur le côté gauche, l'aileron gauche, particularité, nous avons ici le trim de gauchissement. Ce trim de gauchissement, il n'y avait aucun indicateur de position de ce trim dans la cabine. Le pilote devait donc braquer le gauchissement, donc le manche à gauche, et le régler directement en regardant à partir de la cabine pour régler le neutre au départ du vol. Ensuite, bien sûr, le pilote réglait à volonté, et selon les besoins, la position de son trim de gauchissement. Nous arrivons à l'entrée d'air gauche. L'entrée d'air gauche, particularité, à l'intérieur de l'entrée d'air, nous trouvons le portillon de remplissage de l'oxygène. L'avion emportait de l'oxygène sous forme gazeuse pour alimenter les pilotes en haute altitude. Nous avons ici aussi une prise d'air pour alimenter la cabine en air frais. Et ici donc la sortie du turbo frigo qui permettait donc la bonne, je dirais, climatisation de la cabine. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le T33 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos sur la chaîne. À bientôt, au revoir.